Imaginons la scène un instant, nous sommes le 26 mai 2026. Une panthère des neiges, adulte, une femelle d'une quarantaine de kilos qui s'appelle Baini, est assise dans un espace médicalisé. D'accord. Et face à elle, il y a une vétérinaire qui s'approche doucement avec une seringue. Un vaccin contre le coryza, une infection respiratoire vraiment dévastatrice pour les félins. Ah oui, c'est redoutable le coryza. Exactement. Et dans notre imaginaire collectif, cette scène, ça implique forcément des filets, des cris, ou au minimum une cage de contention métallique où l'animal est coincé, non? Totalement. Ou alors une sarbacane anesthésiante. C'est ce qu'on voit tout le temps à la télé. Sauf que là, Baini n'est ni attachée, ni endormie, ni coincée. Elle regarde l'aiguille s'approcher de son épaule, et en fait, elle choisit délibérément de ne pas bouger. Et ça, c'est une image qui percute de plein fouet tout ce qu'on imagine de la gestion de la faune sauvage. On est vraiment à des années-lumière de la capture chaotique d'urgence. C'est clair. Ce qui se joue dans cette fraction de seconde, c'est l'aboutissement de mois d'une communication interespèce extrêmement sophistiquée. Et c'est précisément le point d'entrée de notre exploration aujourd'hui. Nos sources se penchent sur un cas d'étude fascinant. Le bioparc de Douai-la-Fontaine, un parc français qui a récemment été classé comme le 2e zoo le plus éthique au monde. C'est pas rien comme titre. Bah non, c'est même énorme. Après, il faut bien avouer que lorsqu'on entend l'expression « zoo éthique », c'est naturel d'avoir un réflexe de scepticisme pour ceux qui nous écoutent. Ça sonne souvent comme un oxymore. Ah bah complètement. Ou pire, on se dit que c'est du pur greenwashing corporatiste, genre le petit slogan bien lisse imprimé sur les brochures pour soulager la conscience des touristes. Oui, parce que le terme éthique a été tellement galvaudé qu'il en a presque perdu sa substance, en fait. Ouais. Mais la véritable mission qu'on se donne avec ces documents, c'est pas de savoir s'ils ont reçu une jolie médaille morale. C'est d'observer ce que ce mot signifie très concrètement sur le terrain. Sur le terrain, oui, dans la boue, quoi. Exactement. Dans la roche, dans les protocoles vétérinaires. Comment se matérialise cette éthique quand il n'y a pas de caméra? Et c'est là que je dis, décortiquons un peu tout ça. Parce que ce classement, il génère de la fierté en France, c'est sûr, mais aussi de la curiosité et une certaine méfiance. Donc si on revient à notre panthère Baini. Oui. Moi, en lisant l'article, je me suis dit, apprendre à un animal à tendre l'épaule pour une piqûre, c'est pas juste une autre forme de dressage de cirque au fond. On apprend bien à un lion à lever la patte pour amuser la galerie, là on lui apprend pour le vétérinaire. Je vois totalement pourquoi tu fais le lien. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la littérature scientifique montre que le mécanisme psychologique n'a juste rien à voir. Ah bon? La distinction est si grande que ça? Elle est fondamentale. C'est pas juste dans l'intention, c'est dans la mécanique même de l'apprentissage. Il s'agit de conditionnement opérant par renforcement strictement positif. C'est un domaine que la vétérinaire du parc, Florine Wedlarski, maîtrise à la perfection. D'accord, mais concrètement, comment ça se passe par rapport au cirque? Dans un cirque, historiquement, le dressage repose sur l'évitement d'une contrainte. L'animal a peur d'être puni, en gros. Ici, l'animal est un partenaire actif. On utilise ce qu'on appelle le target training, l'entraînement à la cible. Donc pas de contrainte du tout. 0. Au début, on présente une cible, genre le bout d'un bâton. Si la panthère vient toucher cette cible avec son nez ou son épaule, elle entend un son très précis, un clic ou un sifflet. Ouais, comme avec les chiens parfois. C'est ça. Et ce clic est immédiatement suivi d'une récompense alimentaire compréhensible pour elle. Donc c'est vraiment un contrat de confiance qui s'établit sur la durée. L'animal capte que l'action A entraîne invariablement la conséquence positive B, et donc le bout du bâton devient le doigt, puis le stylo, et enfin la seringue. Exactement. Et le pilier absolu de ce contrat, la vraie base, c'est que l'animal conserve le droit de le rompre à n'importe quel moment. A-t-on? Vraiment? Oui, c'est le concept du renoncement qui est vraiment central dans nos sources. Si Baini se lève et s'éloigne au moment où la seringue approche, la séance est terminée. Terminé, genre on ne la force pas du tout. C'est un peu comme à l'échelle dentiste, mais on aurait le droit de se lever et de partir à tout moment si on a peur. C'est une excellente métaphore. Il n'y a pas de plan B avec un filet qui sort de nulle part. L'équipe médicale remballe tout son matériel et retentera sa chance le lendemain, tout simplement. Waouh! Mais en découvrant ça, moi je me suis posé une vraie question médicale. N'est-ce pas dangereux de retarder un soin? Ça semble contre-intuitif, c'est vrai. Oui, voilà, si l'animal a besoin d'un vaccin urgent ou d'une prise de sang, reporter ça au lendemain, d'un point de vue clinique, ça a l'air risqué. Et pourtant, les documents soulignent exactement l'inverse. Le véritable danger physiologique à long terme, c'est pas de retarder de quelques jours un soin préventif. C'est l'explosion du stress. Le stress fait plus de dégâts que le manque de soins immédiats.
Mais de loin. La biologie derrière ça est implacable. Quand on force un animal sauvage par la contention, on ne provoque pas juste une petite peur passagère, on déclenche une vraie tempête hormonale. Le fameux cortisol. Exactement. Le corps est inondé de cortisol et d'adrénaline, et cette réaction de lutte ou de fuite, elle peut causer ce qu'on appelle une myopathie de capture. Une myopathie de capture. C'est quoi ça? En gros, à cause d'une tension extrême et d'une modification de l'acidité du sang, les muscles commencent littéralement à se détruire de l'intérieur. Ah oui, quand même, c'est violent. Très violent. Et en plus de ça, des niveaux chroniques de cortisol, ça supprime le système immunitaire. Donc le paradoxe, c'est que forcer un soin pour protéger la santé de l'animal peut finir par le rendre plus vulnérable aux maladies. C'est vertigineux quand on y pense. Ça veut dire que le bien-être animal ne se résume plus du tout au vieil adage « ne pas faire de mal » ou juste donner assez à manger. Non, ça va bien plus loin. Ça se mesure dans la subtilité de la manipulation. L'Association française des parcs zoologiques impose même ça dans sa charte, investir dans les compétences des soigneurs. Faut savoir lire la moindre micro-expression d'un félin avant qu'il panique. C'est une expertise technique de très haut niveau. Mais du coup, cette redéfinition des soins médicaux nous amène à une réflexion encore plus vaste. C'est-à-dire, Si l'on donne à l'animal le pouvoir de refuser un soin, de s'éloigner, il devient logiquement inconcevable de le renvoyer ensuite dans un enclos où il serait exposé au regard en permanence. L'approche médicale et l'architecture de l'habitat, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. ah oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on supprime la contention clinique, on doit supprimer la sensation de contention dans le lieu de vie. C'est exactement la philosophie du parc. Et c'est là que l'exemple de Douai-la-Fontaine est ouf d'un point de vue ingénierie. Les sources décrivent pas du tout une pelouse plate avec du grillage. Le truc a été sculpté dans une ancienne carrière de faluns de la roche calcaire. Une roche avec des propriétés étonnantes d'ailleurs. Ouais, on parle d'excavations titanesques, de failles de plusieurs mètres, de crevasses déboulies, et la roche régule la température et absorbe les sons. C'est ça. L'architecture exploite les propriétés physiques de ce calcaire pour recréer une complexité tridimensionnelle. Dans un zoo classique du XXe siècle, l'architecture repose sur le panoptique. Le panoptique, c'est le fait d'être vu de partout, c'est ça? Voilà, l'animal est au centre, sur un terrain dégagé, et le public tourne autour avec une vue à 360 degrés. Pour un animal sauvage, c'est l'équivalent d'une anxiété perpétuelle. Le danger, ou en tout cas le regard, peut venir de n'importe où. C'est comme vivre dans une maison de verre posée au milieu d'un centre commercial bondé. T'as beau être bien nourri, le simple fait de jamais pouvoir te soustraire au regard, ça t'épuise mentalement. C'est exactement ce que ressentent les animaux. La philosophie architecturale de cette ancienne carrière, c'est de créer une résidence sécurisée où l'animal possède les clés des volets. Il peut baisser les stores quand il veut? Exactement. Cette notion de contrôle sur son exposition, c'est la clé de voûte de la réduction du stress. Le bioparc a délibérément créé des zones aveugles, des replis de roches où ni le soigneur ni le public ne voient rien. L'animal a le droit absolu de disparaître. D'accord, mais faisons un peu l'avocat du diable là-dessus. Sur le plan économique, ça frôle la folie, non? C'est risqué, c'est sûr. Un parc zoologique, ça reste une entreprise. Les gens payent un billet d'entrée assez cher. Si le parc est conçu pour que les tigres puissent se cacher dans des rochers, le client risque de se retrouver devant un enclos vide à photographier des cailloux. Ah mais le pari est monumental. Ça bouscule frontalement le contrat tacite du divertissement qu'on connaît. Bah oui, on paye pour voir. Oui, le visiteur moderne est habitué à la gratification instantanée. On consomme l'image de l'animal, mais là, les sources précisent qu'il n'y a aucun spectacle. Zéro. Pas de nourrissage au micro, pas d'oiseaux qui volent en cercle à 15 heures tapantes. Ah ouais, donc on demande au public d'accepter une expérience asymétrique, non calibrée. C'est ça. Le visiteur doit accepter la frustration. C'est le prix d'entrée d'une observation respectueuse. Tu dois parfois attendre 30 minutes devant une paroi juste pour voir furtivement l'oreille d'un fauve. Et instinctivement, on pourrait penser que cette frustration ferait fuir les gens vers d'autres parcs d'attractions plus classiques. Mais les retours dans les documents montrent un truc psychologique hyper contre-intuitif. Et c'est là que l'analyse du comportement humain devient passionnante. Bah oui, parce que cette absence de contrôle sur l'expérience, au lieu d'énerver les visiteurs, ça génère un attachement plus profond. Moi, j'ai été super marqué par l'anecdote de Camille dans nos sources. Ah oui, la visiteuse de Rennes. C'est ça, 34 ans, elle vient avec son fils. À un moment, elle regarde sa montre et réalise qu'ils viennent de passer 2 heures et 10 minutes devant l'enclos des félins. Plus de 2 heures sans aucune animation. Rien. Pas de course-poursuite, pas de rugissement. Elle dit juste que l'atmosphère était apaisante. Elle a cette phrase « J'ai senti qu'on ne cherchait pas à faire performer les animaux ». Et
Et ça m'a soulagé, Le mot soulager est tellement fort. très fort. Et en creusant la psychologie derrière ça, on réalise que nos propres neurones miroirs jouent à plein régime. Absolument. Ces neurones miroirs, ils nous font ressentir, même inconsciemment, l'état émotionnel de l'être qu'on observe. Quand tu vois un animal faire ce qu'on appelle des stéréotypies dans un zoo classique, Les fameux allers-retours incessants le long du grillage. voilà. Même si tu commets rien à la biologie, ton cerveau reptilien capte une anomalie. Et ça génère chez toi, spectateur, une tension, un malaise sourd. Le divertissement forcé porte une charge d'anxiété invisible en fait. Alors qu'à l'inverse, observer un prédateur complètement détendu, qui dort sur une roche chauffée par le soleil et qui ignore royalement le public, ça nous apaise. L'autonomie de l'animal agit comme un baume sur notre propre système nerveux, ouais. Mais bon, on s'entend, si l'on relie ça à une vision plus globale, cette tranquillité apparente, elle masque une mécanique d'une complexité redoutable en coulisses, non? Oh que oui. Derrière ces parois calcaires, on ne parle plus juste de promenade du dimanche. On parle de conservation à l'échelle européenne, voire mondiale. Les chiffres de nos sources sont impressionnants d'ailleurs. Le bioparc héberge environ 2000 animaux sur 125 espèces différentes. Et une énorme partie de ces espèces est menacée d'extinction. Prenons encore la panthère des neiges. Les estimations sont hyper alarmantes. Il n'en reste presque plus à l'état sauvage, c'est ça? Entre 4000 et 6500 individus seulement, fragmentés dans les hauts plateaux d'Asie. Donc accueillir une telle espèce, ça sert pas à booster les ventes de glace à l'entrée du parc. L'objectif, c'est le maintien d'une population génétiquement viable sur 50 ou 100 ans. Exactement. Et ça, c'est un travail qui se fait en réseau. C'est les programmes européens pour les espèces menacées, les EEP. Les fameux EEP. En lisant ça, j'ai réalisé que l'éthique de la conservation, c'est pas du romantisme avec des animaux dans des prés. C'est littéralement de l'ingénierie génétique et de la gestion de bases de données. C'est très pragmatique. Chaque EEP est géré par un coordinateur européen. Ce scientifique tient un studbook, un livre généalogique ultra détaillé. Il connaît l'ADN de chaque panthère EEP? L'ADN, l'âge, la santé, la lignée, tout. Et avec des logiciels de modélisation démographique, il émet des recommandations. L'objectif, c'est maximiser la diversité génétique et éviter la consanguinité. Et du coup, ça exige des choix hyper douloureux parfois. Le coordinateur peut ordonner le transfert d'un animal de Douai-la-Fontaine vers la Pologne parce que l'ADN matche parfaitement. Mais ça veut aussi dire, et c'est là que c'est fou, imposer la contraception à un couple d'animaux qui s'entendent super bien. Et ça, c'est un aspect très mal compris par le grand public. Pourquoi empêcher la reproduction d'une espèce menacée? Bah oui, on se dit qu'il en faut le plus possible. Sauf que si certaines lignées sont déjà surreprésentées en Europe, les laisser se reproduire créerait des individus surplus. Ils prendraient de la place au détriment d'autres espèces sans apporter aucune nouvelle valeur génétique. Donc on leur met un implant contraceptif. Voilà. C'est une décision lourde qui va contre l'instinct de l'animal mais qui est indispensable pour que l'espèce ne disparaisse pas dans l'indifférence d'ici un siècle. On comprend pourquoi toutes ces actions restent dans l'ombre. L'éthique se mesure par des choses invisibles pour la personne qui paie son billet, en fait. Le visiteur ne voit pas le target training de Florine, il voit pas l'absorption acoustique de la roche, et il participe pas aux réunions sur l'ADN européen. Et il y a un autre truc très invisible que l'article souligne. L'argent. Bingo, l'argent. Transformer un zoo classique en un sanctuaire architectural de ce niveau, ça coûte des millions. Surtout pour creuser de la roche sur des hectares. C'est clair. Et les sources mettent bien en lumière que c'est l'ancrage familial du bioparc qui permet ça. C'est pas un fonds d'investissement qui veut être rentable dans 3 ans. C'est un héritage transmis sur plusieurs générations. Ça leur donne le luxe d'encaisser le risque de briser le modèle classique. Ils dépensent plus pour construire plus grand et exposer finalement moins d'animaux. C'est une vraie stratégie de renoncement assumée. Alors, pour rassembler toutes les pièces de ce puzzle, comment l'auditoire peut-il aujourd'hui évaluer un parc animalier de manière lucide? Si on se fait une sorte de petite boîte à outils à partir de notre analyse. Alors, premier critère, très visuel. L'observation spatiale. Est-ce que l'animal a la capacité architecturale de se cacher totalement du public? Donc, chercher les zones d'ombre. Deuxièmement, la philosophie de soin. Est-ce qu'on ressent une approche basée sur le conditionnement coopératif plutôt que sur la contention systémique? Troisième indicateur, la conservation réelle. Est-ce que le parc participe activement au programme EEP avec des résultats concrets ou est-ce juste de vagues promesses de protection de la nature? Et le dernier, le plus immédiat à mon sens, la place du spectacle. S'il n'y a pas d'interaction forcée,
Pas d'horaire de nourrissage théâtralisé au micro, c'est généralement bon signe. Ça veut dire qu'il privilégie le rythme biologique sur le confort du visiteur. Si tu acceptes d'être frustré en payant ton billet, c'est plutôt positif pour l'animal, oui. C'est un vrai changement de logiciel mental. D'ailleurs, une fois qu'on a intégré cette grille de lecture, je trouve que ça soulève une question importante, bien plus proche de nous. Ah oui, laquelle? Eh bien, si nous acceptons aujourd'hui que la véritable observation éthique exige de faire un pas en arrière, si on admet qu'il faut tolérer la frustration et laisser la panthère disparaître dans l'ombre pour sa santé mentale, Oui. dans quelle mesure sommes-nous prêts à appliquer cette même exigence de non-performance à la faune sauvage qui entoure nos maisons, voire à nos propres animaux de compagnie? Attends, tu veux dire arrêter de les solliciter? Sommes-nous prêts à accepter qu'ils ne sont pas là pour combler notre besoin d'interaction, renoncer à notre désir constant de les caresser, de contrôler leur espace, juste pour leur laisser le droit d'exister en dehors de notre regard et de notre divertissement? Waouh! C'est une réflexion finale vertigineuse. L'éthique ne serait donc pas de savoir comment interagir avec l'animal, mais d'apprendre quand ne pas interagir du tout. C'est tout à fait ça. Eh bien voilà de quoi prolonger notre analyse bien au-delà de cet instant, que cette question continue de cheminer et de bousculer un peu nos certitudes. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur des sources et à très bientôt.